Jeudi 12 mars 2015, dans le cadre du Cercle Avenir International et en partenariat avec le 13e Salon Studirama Pro de la formation des cadres et salariés, les professionnels RH se sont réunis au CNIT Paris La Défense afin de participer à la conférence Stress Burnout, les DRH en première ligne, avec l'intervention de Aude Célie, ancienne RRH, auteure de Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison, et Anne-France Bouchy, psychologue clinicienne et psychothérapeute à Paris. Aude donc accompagne aujourd'hui les entreprises dans la prévention des risques psychosociaux. Elle a complètement laissé tomber son métier de RH suite à cette expérience. Donc l'idée pour commencer la conférence, c'est déjà qu'elle nous raconte un peu son histoire. Et comme un jour, à la gare Saint-Lazare, elle n'a plus réussi à mettre un pied devant l'autre. C'était le premier signe du burn-out. Et dans un second temps, on passera aux signes cliniques du burn-out. Et surtout, on va essayer de vous apprendre à vous, les professionnels RH, à les détecter chez vous, mais aussi chez vos salariés. Aude, je vous laisse la parole. Merci. On parle aujourd'hui du burn-out professionnel. Parce qu'il y a une espèce de confusion, effectivement, où le burn-out, c'est un peu tout, c'est un peu la fatigue, etc. Non, pas du tout. Le burn-out est lié à la sphère professionnelle et il y a des raisons pour lesquelles les personnes, effectivement, s'effondrent. Il y a un processus, et ce processus, il y a 4 phases. La première, en fait, c'est ce que j'appelle le plaisir au travail. Au départ, on est passionné. Moi, ce métier-là, je l'ai choisi. Je ne l'ai pas choisi après le bac. J'ai choisi parce que j'ai une expérience professionnelle en tant que manager et que j'avais qu'une envie, c'est de passer de l'autre côté pour me dire bon sang que ce métier est difficile et il faut les aider. Donc au départ c'était la surmotivation. Enfin la surmotivation. En tout cas j'étais heureuse effectivement d'avoir obtenu ce poste. Clairement je m'éclatais en fait. Moi j'étais responsable RH opérationnel. Donc j'avais une centaine de personnes sous ma responsabilité, une quinzaine de managers, une quinzaine de cadres. Et effectivement, au début, malgré les aspects négatifs, puisqu'il y en a toujours quand on rentre dans une entreprise, hein, tout n'est pas parfait, mais on passe outre. En fait, finalement, il y a aussi le fait qu'on est cadre, et quand on est cadre, il y a une période d'essai de 6 mois, et pendant ces 6 mois, on n'a qu'une envie, c'est effectivement de la passer et de pouvoir être confirmé. La deuxième phase, c'est celle que j'appelle le surengagement, ou si vous voulez, c'est j'étais motivée. J'étais motivée parce que les choses ont commencé à être difficiles. J'avais un métier qui était généraliste. Donc, vous le savez, il y a des métiers spécialistes. Donc, moi, j'avais tout le spectre disciplinaire, paye, recrutement, développement des compétences. Et c'est vrai que j'ai commencé à être très surchargée de travail. Sur l'ensemble de ces tâches, il y avait par exemple la gestion de la paye qui me prenait probablement plus de 60% de mon travail parce que je gérais un logiciel de temps de travail qui me prenait énormément de temps à maîtriser et effectivement à maîtriser tout simplement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à force de commencer à travailler et d'essayer d'être surchargé, d'essayer de faire face à cette surcharge de travail, il y a le temps de personnel qui commence à être mangé. On commence à faire un peu plus de 50 heures de travail et à partir de là, ça commence à poser problème. Et d'ailleurs, je précise que c'est à partir de cette phase-là où il faut faire attention et c'est à partir de cette phase-là qu'on peut agir avant de sombrer. Alors ensuite, la troisième phase, je l'appelle la résistance. J'ai résisté. Quand on commence à être dans cette phase, on essaie de résister, il se passe des choses et on essaie de tenir. Et pour tenir, on développe des addictions, des conduites addictives. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de tenir effectivement pendant tout ce temps, surcharge de travail, isolement, parce que j'étais effectivement seule. J'étais décentralisée donc, sur Paris. J'étais responsable RH multisite et la direction des ressources humaines était en banlieue. Donc voilà, donc en août 2011, je fais mon premier incident de burn-out, mais c'était même pas du burn-out à ce moment-là, c'était le premier incident. Je prends le train après juste un week-end entre filles, et en fait le mardi, donc je prends le train et j'ai commencé à avoir une crise de larmes, je ne me maîtrisais absolument pas.
Et j'ai appelé ma sœur jumelle, et elle me dit au téléphone, il faut absolument que c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, ça fait trop longtemps que tu essaies de tenir, il faut que tu t'arrêtes. Et ce qui se passe dans la phase de résistance, c'est qu'on dit non. On dit je peux pas m'arrêter, c'est pas possible, parce que j'ai beaucoup de travail, parce qu'il y a des projets, parce que j'ai peur, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer si je m'arrête 15 jours ou un mois, je vais avoir encore plus de travail. Donc il y a dans cette phase-là, on est encore dans le déni, on est tout simplement dans le déni. Et donc voilà, donc je vais voir, je prends mon train, j'arrive, donc c'était Colombes, et j'ai une crise de tétanie. Je suis incapable de mettre un pied devant l'autre, j'ai un trou noir. Et en fait, je sais que je me suis retrouvée donc dans le cabinet de mon médecin de ville, et on discute. Donc moi j'étais en larmes, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais épuisée clairement. Et en fait, donc il me dit à ce moment-là, Aude, si vous continuez comme ça, dans 6 mois vous allez craquer. Il fait ce que vous faites, c'est un début de burn-out. Sauf qu'en 2008, moi je ne savais pas ce que c'était. Et honnêtement, j'aurais aimé être à votre place pour entendre et écouter ce qu'est le burn-out. Parce que ce qui se passe dans le burn-out, c'est que toutes les personnes qui ont été confrontées n'ont rien vu venir. Donc il y a des signaux. Donc effectivement, il m'annonce le burn-out, etc. Et en fait, j'ai pas tenu 6 mois, j'ai tenu 9 mois. Et au bout de ces 9 mois, j'étais arrivée à un tel état d'épuisement physique, mental et émotionnel, parce que c'est ça le burn-out, que par manque de discernement, et moi-même et mon entourage n'auraient jamais imaginé que j'aurais fait ça, mais j'ai fait une tentative de suicide. Juste avant je devais rentrer à l'hôpital pour une opération. C'était j'allais me faire anesthésier généralement, et je me suis dit, prends les médicaments, je ne veux pas me réveiller pour affronter derrière. Voilà, donc à partir de là, il y a eu la reconstruction. Donc effectivement, moi, ce qui me gêne, c'est que souvent, on m'a dit, mais ceux qui font des burn-out, c'est des personnes qui sont perfectionnistes. Je ne suis absolument pas perfectionniste à l'extérieur de mon travail. En revanche, c'est vrai que je suis quelqu'un de rigoureux. Notre métier demande d'être rigoureux. On ne peut pas faire les choses à peu près. Et effectivement, j'étais persévérante. Je me disais, bon, ben voilà, c'est pas grave, ça va s'arranger. Voilà, tu as envie d'évoluer. Donc, et puis, la peur du chômage, hein, parce qu'on ne faut pas se leurrer, on a peur du chômage. On a peur d'avoir des sanctions. Et puis, il y a certainement un outil qui nous mène au surengagement, comme je le dis. C'est l'outil d'évaluation annuelle de compétences qu'il y a 1 fois par an. Les niveaux d'évaluation, c'était inacceptable, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant et exceptionnel. Qui ne rêve pas d'avoir son manager qui dit « bravo, tu as été exceptionnel » et en plus, c'est relié à une augmentation de salaire. Donc moi, je suis désolée, hein, moi je ne travaille pas pour avoir 0,2%, mais pour avoir peut-être 3-4%. Parce qu'aujourd'hui, avec effectivement les restrictions budgétaires, les augmentations ne sont pas très élevées. Je vais vous donner en fait les caractéristiques du burn-out. C'est c'est la fatigue extrême. La fatigue extrême qui ne se guérit pas avec du guronzan, de je sais pas quoi, du repos pendant voilà, un peu plus de 10 heures, je reprends mes vacances, j'ai pris une semaine de vacances, mais pas du tout. C'est une fatigue extrême qui fait que vous avez beau vous reposer, vous ne vous reposez pas en fait. Il y a donc les conduites addictives. Conduite addictive, c'est le tabac, c'est le café, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les anxiolytiques, parce que moi, on m'a prescrit des anxiolytiques. Donc après, d'ailleurs, effectivement, quand j'ai eu mon premier incident, mon médecin m'a donné des anxiolytiques. Pour moi, c'était juste la magie totale. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé de trouver un médecin qui puisse m'ordonner. J'ai eu les signaux et honnêtement, je croyais que c'était de ma faute. Je pensais que je dormais mal, je pensais que par rapport aux troubles musculo-squelettiques, je pensais que j'avais mal, je pensais que c'était ma mauvaise position effectivement dans le sommeil. Et je ne me suis jamais dit que c'est à cause du travail. Je me suis toujours dit, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez performante. Je ne fais pas assez, pourquoi les autres tiennent? Et moi, je ne tiens pas. Les meilleures personnes qui peuvent vous faire comprendre que vous commencez à sombrer, c'est qu'il y a un changement de comportement. Et j'appelle ça en fait le syndrome du dimanche, parce qu'effectivement, le dimanche il est midi et on commence déjà à se projeter le lendemain, à se dire j'ai pas envie d'y aller, il y a tous ces dossiers, etc. Et je parle aussi du syndrome post-vacances, parce qu'on part en vacances, 3-4 jours avant, on y pense déjà aussi en se disant j'ai tout le travail à repenser, il faut que j'assure, etc. Donc effectivement, ça en fait partie. Alors oui, clairement, l'hyperconnexion fait partie des éléments, des facteurs de risque.
Mais encore une fois, c'est alimenté aussi par notre métier, par la société. Au départ, j'avais un poste fixe et j'avais du retard, par exemple, par rapport à mon travail. Et on m'a dit, voilà, tu as un PC portable, tu vas pouvoir travailler chez toi. Et effectivement, j'avais tellement de travail que je n'avais pas le choix finalement. Donc effectivement, il y a aussi cette hyperconnexion parce que entreprise internationale, les États-Unis, décalage de 6 heures. Donc vous avez les messages à minuit, vous avez des messages à je ne sais pas quelle heure, et je me rappelle très bien qu'il y a un matin, à un moment donné, j'en pouvais tellement plus que j'ai coupé le portable pour ne plus recevoir de messages. J'arrive à 8h du matin, ou 7h30 du matin, et la direction business en fait m'a dit mais je t'ai envoyé un message à 2h du matin, comment ça se fait que tu ne m'as pas répondu? Bah, je suis désolée, j'étais en train de dormir, donc effectivement c'était pas possible. Alors ce qui se passe avec la médecine du travail, c'est déjà qu'il faut la voir. Parce qu'elles n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas le temps. Ils sont, je ne sais pas si vous savez, il y a à peu près 1500 médecins du travail en France. Imaginez le travail qu'ils ont à faire. La personne que j'avais, elle devait avoir 54, je crois que c'était 54 entreprises à gérer. Et puis il y a le conflit d'échec, je pense, qui est dans le déni, c'est je ne veux pas admettre. Je ne veux pas admettre que je vais mal. Je ne veux pas admettre que je vais donner des billes en disant que je ne vais pas bien. Donc on résiste. Donc la médecine du travail, pour moi, c'était les autres salariés, c'était pas moi. Je pense que ce que j'ai gagné aujourd'hui, qu'il n'y a rien de plus précieux, c'est la liberté. C'est la liberté que j'ai d'agir, c'est la liberté que je parlais de conflit de valeurs, mais de travailler en fonction de mes valeurs, de cette éthique effectivement que je ne retrouvais pas dans cette entreprise-là et contre laquelle finalement j'essayais de me battre, mais j'essayais de compenser. C'est ça aussi qui fait que j'ai tenu, c'est que j'essaie de compenser tout simplement. J'avais des employeurs, parce qu'il y a plusieurs niveaux, le burn-out. Moi j'en suis arrivée au stade extrême, donc il y a tentative de suicide, mais vous avez le burn-out léger, vous savez qui c'est? Ce sont les personnes qui démissionnent. Les personnes, des salariés, enfin les bons d'ailleurs, les meilleurs, qui en pouvaient plus, qui allaient craquer, et effectivement, donc il y avait cette responsabilité-là que je me donnais. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai acquis cette liberté. Aujourd'hui, j'interviens dans les entreprises et j'ai mis en place des choses qui sont des concepts qui sont nouveaux et qui permettent de rompre le déni. Et puis il y a aussi le fait que quand j'ai écrit ce bouquin, effectivement, au-delà de faire le buzz, j'ai eu un nombre d'interviews, que ce soit télé, radio et presse écrite, où j'ai réalisé que je n'étais pas toute seule à avoir vécu ça. C'est qu'il y a une idéalisation très forte qui est liée au travail, donc avec des objectifs très élevés pour des personnes, pour les burn-out, qui majoritairement sont extrêmement investies dans leur travail, sont souvent sujets à la performance, tout ce qui est rapport coût-efficacité, avec aussi, moi ce que je nomme une forme de déshumanisation dans l'entreprise. Alors c'est vrai que dans un cabinet, en consultation, la manière de travailler est totalement différente de celle qu'on peut avoir en entreprise. Mais déjà en tant que psychothérapeute, ce qui me marque, c'est que depuis une dizaine d'années, les personnes que j'ai en consultation ne me disent pas monsieur un tel ou madame un tel, mais mon N+1, mon N+2. Et finalement, rien que ça, c'est un tout début de déshumanisation, où la personne n'a plus une identité propre. Alors, le burn-out, c'est quelque chose de très lourd de par la massivité de ses symptômes. Donc, c'est un état, c'est l'aboutissement final du stress. Donc, c'est une maladie liée au stress, de toute manière, mais c'est son aboutissement final, avec des symptômes très lourds, comme, alors, c'est lié à tout ce qui est relations interpersonnelles. Donc on peut noter une forte agressivité, des gens qui vont travailler jusqu'à plus soif, j'ai envie de dire, jusqu'à l'épuisement. Ça va jusqu'à la dépersonnalisation, ce qui est quand même un symptôme très grave. La dépersonnalisation, c'est la personne a l'impression de ne plus rien ressentir, d'agir de manière robotique. C'est la raison pour laquelle elle ne s'écoute pas. C'est très très différent de la dépression. D'abord, la dépression, elle n'est pas minorée, parce que la dépression, c'est une pathologie reconnue par le ministère de la Santé, qui est une pathologie grave. Mais le burn-out, c'est vraiment très lié à la sphère, et même uniquement lié à la sphère professionnelle. C'est ce qui le différencie d'une dépression. Il faut penser à la qualité de vie, je crois, au travail. C'est cette notion-là qu'il faut réintroduire. Peut-être penser aussi que les gens, même quand on est cadre supérieur, dirigeant, DRH, RH, etc., on a aussi une vie privée.
Il n'y a pas qu'un chemin de vie qui est inscrit sous le sceau de la carrière professionnelle et de sa réussite. On a affaire à des êtres humains qui ont aussi... voilà, c'est vrai que quand on a une personne, si je prends j'ai des femmes par exemple au cabinet qui ont de hautes fonctions mais qui ont aussi des enfants et une vie de famille, bon ben je pense qu'il faut prendre ça en considération. On ne peut pas demander à ces dames de rester jusqu'à 22h, 22h30 au travail toute l'année, ce qui arrive chez des cadres ou des cadres supérieurs que moi je reçois et où on me dit bon, j'ai voulu bien faire, j'ai mon idéal lié à mon travail, j'ai fait de hautes études, je suis faite pour la performance, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire. Donc ces personnes-là, elles vont décompenser une maladie et notamment notre fameux burn-out. Et il est vrai qu'aux urgences, les services sont complètement assaillis de burn-out et il n'y a pas de simulation de burn-out. À la limite, si vous vouliez une simulation, pourquoi pas d'état dépressif, où je me sens pas très bien, j'ai le cafard, ça veut tout dire et rien dire. Un burn-out, non, parce que vous voyez des symptômes somatiques comme des migraines, des maux de tête, mal au ventre, avec beaucoup de phobie quand même. On n'arrive plus à aller sur le lieu du travail. Moi, dans le cadre du cabinet, je dis même aux personnes qui ont juste un arrêt maladie de ne pas passer devant leur entreprise, de ne pas lire leur email, de ne pas répondre aux appels téléphoniques. Elles sont en arrêt maladie et rien que le contact avec l'entreprise, ça alourdit la symptomatologie. C'est ça qui est terrible. Donc c'est vraiment lié à l'entreprise. Et puis alors, si on a du harcèlement moral, une maltraitance du personnel, enfin de la personne dans son entreprise, ça va effectivement jusqu'à des cas de tentative de suicide ou en tout cas de passage à l'acte. Ouais. Moi, je voudrais juste donner quelques chiffres parce que ça me semble très important. C'est que vous avez 11% des salariés qui sont contents d'aller au travail. Vous en avez 61 qu'on appelle les désengagés. Et ce sont des personnes qui arrivent à reculons, qui n'ont plus d'initiative et qui sont plus motivées. Et vous en avez 28% qui sont tellement malheureux qu'ils viennent saboter l'entreprise. Donc ça, c'est des informations qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi que les entreprises ont versé plus de 8,83 milliards d'indemnités journalières et en dépenses de remplacement de salariés. Il faut savoir qu'investir 1 euro dans l'entreprise, enfin dans la prévention, pardon, c'est pas moi qui le dis, c'est la sécurité sociale, c'est que c'est un rapport immédiat entre 2,2 et 4,8 d'euros. Et l'Agence européenne de la santé et de la sécurité du travail dit qu'1 euro dans la prévention, c'est gagner 13 euros de bénéfices nets dans l'année. Pour moi, il y a deux choses sur lesquelles il faut travailler dans l'entreprise, c'est regagner la confiance des salariés et même de vous-même, et retrouver le lien collectif. Donc la démarche à suivre, c'est d'aller voir un médecin généraliste ou un médecin psychiatre, la personne choisie, qui posera un arrêt maladie et qui donnera un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, parce qu'il y a des troubles du sommeil qui sont très sévères, dus à l'état d'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose qui prend siège dans le corps et c'est très très violent à vivre. Et à côté de ça, de manière aussi concomitante, il faut penser à la psychothérapie, donc ça c'est mon travail. Et ça ne peut pas se faire effectivement sans espace de parole, sans reconnaissance de ce que la personne vit. Elle a besoin qu'on légitime son état, qu'on le reconnaisse, effectivement qu'on lève ce fameux déni. Et ça passe, voilà, ça passe par ces deux pôles-là. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. D'ailleurs, comme pour les dépressions nerveuses. Et beaucoup de femmes peuvent pousser la porte d'un cabinet de psychothérapeute plus que d'hommes, déjà. Dans une démarche générale. Donc effectivement, j'ai beaucoup de dames. Mais dans d'autres pathologies ou dans d'autres problématiques, sans tomber dans des pathologies X ou Y, j'ai beaucoup de dames parce qu'elles ont souvent l'envie de faire un travail aussi sur elles, introspectif, ce qu'on appelle l'insight. Les messieurs viennent, mais je dirais que dans le burn-out aussi, il y a une émotion qui s'appelle la honte qui est extrêmement prégnante. Alors, les dames ont honte aussi au début de me parler, mais chez les messieurs, c'est plus exacerbé. Donc, voilà. Donc, venir s'asseoir en face d'un psychothérapeute, pour eux, c'est une blessure narcissique. Alors après, ils s'aperçoivent vite qu'il faut une reconstruction narcissique pour arriver à s'en sortir. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je vois plus de dames. Mais je vois plus de femmes aussi parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent être sur tous les fronts. Donc, qu'elles peuvent effectivement avoir des postes à responsabilité. Et pour celles qui ont un ou plusieurs enfants, qu'il est possible d'être une mère de famille, les devoirs, les leçons, les cours de tennis et que sais-je.
et en même temps d'être à 8 h du matin avec des réunions tardives. Voilà, donc c'est très difficile pour les femmes, on leur a fait croire il y a une vingtaine d'années que c'était des working girls, qu'elles pouvaient absolument tout concilier, c'est pas vrai. Sur le nombre de centaines de messages que j'ai, il y a à peu près 90% de femmes et 5% d'hommes. Et je pense clairement déjà qu'il faut savoir que plus longtemps on a résisté et plus la reconstruction sera longue. Il faut savoir aussi que les femmes ont beaucoup plus tendance à s'exprimer et à partager, en fait, tout simplement. Les hommes ont cette difficulté-là de par la position d'homme. Après, je ne peux pas aller dans la psychologie, mais en tout cas, nous, en tant que femmes, on a beaucoup plus de facilité, effectivement, à s'exprimer, parce que quand je vois tous les courriers, 90% de femmes. Clairement. Merci beaucoup. Je laisse le mot de la fin. Merci aux intervenants, merci Christina, merci surtout aux membres du Cercle Avenir International. On m'a demandé de conclure. J'espère que ça vous a plu. On reprendra ce thème d'ailleurs au cours d'une journée chez Mercedes-Benz le 16 avril, une grosse journée animée par le Cercle Avenir International. On reprendra justement ce thème du burn-out. Si tous les membres du Cercle veulent venir boire un verre au niveau supérieur, ils sont les bienvenus. Pour clôturer cette conférence, un apéritif avait été organisé à la sortie, un moment agréable d'échange et de convivialité.